Bonjour à tous et à toutes, merci d'être de notre et à votre rendez-vous hebdomadaire sur Radio Liberté 92.8 La Voix Citoyenne. L'invité de la semaine reçoit cette semaine un homme à plusieurs casquettes. Il est colonel de l'armée en détachement, il est ambassadeur, diplomate, juriste, écrivain, politologue et bientôt homme politique. L'invité de cette semaine est polyglotte puisqu'il parle le français, le goulmachima, le moré, l'allemand, l'espagnol, l'anglais, le kiswahili, le kini au Rwanda, l'arabe et bien d'autres langues. Le directeur du cabinet de la présidente de la Commission de l'Union africaine, Jean-Baptiste Natama, est notre invité. Monsieur Natama a été un acteur du Conseil national de la Révolution CNR, puis de la rectification en 1987, tout en étant par la suite membre fondateur de l'ODPMT, l'Organisation pour la démocratie populaire, mouvement du travail, ancêtre de l'ex-parti au pouvoir, le Congrès pour la démocratie et le progrès CDP, qui a fusionné des groupuscules et organisations se réclamant du marxisme-léninisme le 15 février 1989. Aujourd'hui, Jean-Baptiste Natama se réclame panafricaniste. Il a été le secrétaire permanent du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, MAEP. Il est auteur de plusieurs écrits, parmi lesquels Droits de l'homme et mécanisme africain d'évaluation par les pairs, paru en février 2009. Son dernier ouvrage est Manifeste pour une jeunesse responsable, paru en octobre 2013. Et actuellement, Jean-Baptiste Natama prépare un autre livre qui doit sortir bientôt, qui s'intitule Par-dessus la barre haute, Jean-Baptiste Natama, un nouveau leadership africain, préfacé par l'historien Elikia Bokolo. Jean-Baptiste Natama est auteur de plusieurs rapports de communication au compte d'institutions africaines et internationales telles que la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, l'Union africaine, l'Organisation des Nations Unies, ONU. Jean-Baptiste Natama, qui a participé à la guerre de décembre 86 entre le Burkina et le Mali, a reçu la médaille d'or du flambeau de la Révolution en janvier 1986. Jean-Baptiste Natama, bonjour à vous. Bonjour Serge Oulon. L'invité de la semaine est mise en onde par Youssouf Kabdaogo, présentation Atiana, Serge Oulon. Alors nous allons commencer par cette décoration que vous avez reçue en décembre 86. Qu'est-ce que vous avez fait pour avoir la médaille d'or du flambeau? Je dois corriger un peu, c'est le 6 janvier 1986 exactement, au stade Obi à Bobo-Dioulasso, que feu le président Thomas Sankara a procédé à ma décoration en compagnie de quelques camarades, parce que sur le front ouest, lors de la guerre de Noël intervenue en décembre 85, nous avions mené une action grâce à laquelle nous avons arrêté une colonne de chars de l'armée malienne qui avait envahi notre territoire. Et par cette action décisive, nous avions ainsi contraint le président Moussa Traoré à signer le cessez-le-feu dans le cadre de la guerre qui opposait nos deux pays. Je dois dire que c'était exactement le 29 décembre 1985, lorsque nous étions sur nos positions dans la zone de Koloko, à la frontière du Mali. Une colonne de 12 chars est entrée sur le territoire burkinabé à toute allure et se dirigeait vers Orodara et éventuellement vers Bobo-Dioulasso. Et avec un camarade élève officier et un sous-officier et quelques soldats restés sur le front, nous avons organisé une résistance qui a permis d'abord de couper des chars, l'appui motorisé qui devait accompagner ce déplacement et cette attaque menée par l'armée malienne. Puis ensuite, nous avons tendu une embuscade au retour contre ces véhicules blindés qui nous a permis de détruire sur le champ 10 chars, d'immobiliser un char et de récupérer un char et ensuite d'avoir fait aussi un prisonnier de guerre en la personne du lieutenant Sangaré Jules. Alors aujourd'hui, sur cette guerre, un mot, avec le recul que vous avez, qu'est-ce que vous tirez comme enseignement? Une guerre entre deux pays africains? Oui, c'était de notre point de vue une guerre qui n'en valait pas la peine. Il faut avouer que nous avons tellement de choses à faire
au niveau de nos pays, beaucoup de choses à réaliser pour satisfaire les besoins de nos peuples, au point que nous ne devrions pas utiliser les maigres ressources que nous avons pour aller en conflit. Ce qui s'est passé en 1985 était plutôt de la manipulation politique du gouvernement malien qui, en son temps, avait des difficultés pour payer les fonctionnaires maliens. Il y avait à l'époque des grèves, des mouvements sociaux, et il y avait une crainte de coup d'État. Et le gouvernement a plutôt voulu envoyer les militaires hors de la capitale en déclenchant un semblant de guerre qui a abouti au résultat que nous connaissons. Alors, depuis cette date, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Vous avez porté plusieurs casquettes. Officier, vous êtes passé au grade de colonel en détachement. Vous êtes ambassadeur, diplomate, juriste, écrivain, politologue, homme politique bientôt, polyglotte. Comment vous avez réussi à accumuler ces savoirs et ces qualités, M. Natama? Toujours la volonté d'apprendre et de se surpasser. Je pense que chacun de nous a un potentiel et il est important d'essayer de ne jamais emprisonner ce potentiel que nous avons, mais plutôt de créer des conditions pour son éclosion. Lorsque nous avions fini nos études au Prytanée militaire du Kadiogo, nous étions embarqués dans le processus de la révolution qui exigeait de nous de nombreuses connaissances parce qu'il fallait une certaine maturité politique et idéologique pour essayer de répondre aux exigences même de cette révolution, parce que nous devrions, en tant qu'élite, mener la réflexion sur ce que nous pensions être utile à proposer au peuple pour défendre ses intérêts. Et donc, j'ai passé tout mon temps à explorer les pistes qui pouvaient me permettre de donner le meilleur de moi-même et d'exploiter au mieux mon potentiel en suivant des études ça et là, tout en travaillant bien sûr, parce que j'ai commencé ma carrière assez jeune et je me suis progressivement amélioré dans l'examen d'un certain nombre de choses et dans l'application d'un certain nombre de considérations en termes de connaissances. Et le reste aussi, dans la vie, il faut reconnaître qu'il y a des opportunités et ça dépend de quelles opportunités se présentent sur le chemin de chacun de nous. Si nous prenons par exemple le Kirundi, le Kinyarwanda, j'ai séjourné dans la région des Grands Lacs africains où j'ai travaillé 4 ans au Burundi, 3 ans au Rwanda, ce qui m'a permis en tant qu'Africain, lorsque je constatais que je n'étais pas différent physiquement des Burundais ou des Rwandais qui, naturellement, quand ils me voyaient, avaient du mal à imaginer que j'étais non-rwandais ou non-burundais, me parlaient dans leur langue. Je me suis dit, tiens, si les prêtres blancs ou les pères blancs venaient en Afrique et qu'ils apprenaient la langue pour ensuite faire la messe dans ces langues, pourquoi pas moi aussi apprendre, ça sera toujours un plus. Et donc je me suis organisé pour apprendre cette langue de la même manière que j'ai appris le Kiswahili, qui est une langue qui est pratiquée dans la région des Grands Lacs et en Afrique de l'Est. L'arabe, je l'ai appris quand j'étais au Soudan, lorsque j'étais représentant de l'Union africaine au Soudan. J'ai vu effectivement que beaucoup de Soudanais avaient du mal à s'exprimer dans la langue anglaise dans laquelle nous travaillons officiellement comme langue. Et pour rompre en fait la glace ou les barrières entre ces Soudanais et moi, j'ai jugé utile aussi d'apprendre l'arabe en m'inscrivant au Centre catholique des langues pour m'initier à cela. L'espagnol, c'est une langue que j'ai apprise parce qu'à un moment donné, pendant la Révolution, je devais me rendre à Cuba pour une formation et la condition était que je parle l'espagnol pour pouvoir suivre efficacement cette formation-là. Donc, vous voyez, ce sont des opportunités. Chaque langue que vous parlez, il y a toujours une petite histoire. Il y a toujours une petite histoire. Est-ce que finalement, avec ces connaissances que vous accumulez, vous ne vous dispersez pas? Ou bien il y a un peu de l'amalgame un peu dans ce que vous faites à propos des langues précisément? Non, pas du tout. Français, anglais, allemand, moré, goulmachema, kini, rwanda, kini, rwandi, arabe. J'arrive à me remettre dans le contexte. Par exemple, je suis au Burkina, que je suis avec vous, je raisonne en français et donc je m'exprime en français. Et si je me retrouve dans un autre environnement,
je m'adapte à cet environnement-là en remettant mon raisonnement ou ma pensée dans le contexte, la langue dans laquelle je dois m'exprimer. Vous qui vous proclamez comme panafricaniste, est-ce que vous êtes d'accord avec ceux qui estiment que les Africains ne peuvent pas amorcer leur développement tant qu'ils vont continuer à utiliser une langue qui leur a été imposée et qu'il faut revenir à leur langue pour pouvoir, par exemple, pour l'école, l'apprentissage, l'alphabétisation? Il y a un fait important, c'est que la langue est un élément culturel et le développement a un contenu culturel. Si vous utilisez une langue qui n'est pas la vôtre pour réaliser un objectif qui n'est pas forcément compris dans le concept et dans l'imaginaire du peuple auquel vous appartenez, il va sans dire qu'il peut y avoir des discordances au niveau de la transmission du message. Mais nous avons des langues héritées de la colonisation qui sont des langues de communication et donc on se situe dans le registre de la langue de communication en tant que telle, mais pour le développement, nous devons certainement nous en référer à notre culture, notre vécu culturel, parce que ce sont des concepts. Quand on veut les traduire dans nos langues, ce n'est pas toujours évident. Mais dans nos langues, nous devons être capables de pouvoir expliquer à nos populations ce que nous voulons. Et nos populations peuvent également expliquer ce qu'elles veulent, parce que tout ce qu'une langue produit, c'est ce qui correspond à la réalité du peuple en question ou de la communauté en question. C'est ce qui permet à cette communauté de pouvoir dire voilà notre imaginaire, voilà ce que nous voulons réaliser. Et c'est pourquoi toute idée de développement doit s'appuyer sur l'élément culturel, parce que le développement lui-même, il est un élément culturel. Radio Liberté, la voix citoyenne. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, sachez bien que vous êtes sur Radio Liberté 92.8 et vous suivez votre émission, l'invité de la semaine. Cette semaine, Radio Liberté reçoit le directeur du cabinet de la présidente de la Commission de l'Union africaine, Jean-Baptiste Natama. Il est diplomate, juriste, écrivain, politologue et bientôt homme politique. Alors, Jean-Baptiste Natama, depuis le 15 octobre 2012, vous êtes le directeur du cabinet de la présidente de la Commission de l'Union africaine. Dites-nous, est-ce que c'était exact que vous étiez marginalisé, puisqu'on évoquait un cabinet composé exclusivement de Sud-Africains par la présidente de la Commission, la Sud-Africaine Nkosazana Dlamini Zuma? Non, je pense que ce n'est pas vrai. C'était pas vrai? Non, c'est pas vrai, parce que pour tous ceux qui me connaissent, ils savent que je ne peux pas faire de la figuration. Mais est-ce qu'il n'y avait pas de Sud-Africains qui étaient à côté et vous étiez à votre poste? Non. Juste pour la forme? Si c'était pour la forme, j'aurais déjà démissionné. Parce que ceux qui me connaissent savent pertinemment quel genre de personne je suis. Et je n'ai pas demandé le poste à Mme Zuma. Mme Zuma m'a demandé d'occuper ce poste de directeur de cabinet que d'ailleurs je ne voulais pas accepter au début. C'est un ami qui m'a convaincu en me disant « Tu l'as aidée à se faire élire, elle a besoin de toi, il faut que tu l'aides, ne fût-ce que pour 1 ou 2 ans, afin qu'elle puisse réellement donner le meilleur d'elle-même par rapport à ce que les Africains attendent d'elle. » Donc, c'est elle qui m'a demandé et elle m'a informé en son temps qu'elle aurait dans son entourage quelques jeunes diplomates sud-africains qui voudraient avoir de l'expérience à l'échelle africaine et qui souhaiteraient venir au cabinet pour travailler avec nous. Et je dois vous dire que le cabinet est dirigé par une seule personne et c'est moi. Quel est le quotidien du directeur du cabinet que vous êtes à l'Union africaine? Le directeur de cabinet a de lourdes responsabilités au niveau de l'Union africaine. Il faut rappeler que l'Union africaine est organisée un peu comme un gouvernement dans un pays. On a la présidente, le vice-président et il y a des départements qui pourraient correspondre à ce qu'on appelle les ministères. Il se trouve que pour des raisons de contraintes budgétaires, les États membres ont limité le nombre de départements à 8. Il y a le département des affaires politiques, le département des affaires économiques, le département paix et sécurité, le département des affaires sociales, le département des ressources humaines, la science et de la technologie, le département du commerce et de l'industrie, le département des infrastructures et de l'énergie. Quand vous prenez donc ces 8 départements, vous vous rendez compte qu'il y a un certain nombre de secteurs d'activité
non moins importants qui sont absents dans la structuration de ces départements. Et ces secteurs sont entre autres, par exemple, la direction de l'audit interne, la direction de l'information et de la communication, la direction des affaires juridiques, le secrétariat général, la direction de la planification, de la mobilisation des ressources et du suivi-évaluation, la direction du partenariat et la direction femmes, genre et développement. Toutes ces directions qui ne sont pas dans les départements sont placées directement sous l'autorité du directeur de cabinet. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est qu'il n'y a pas de ministre des Affaires étrangères. Quand je vous ai parlé des différents départements, donc le directeur de cabinet joue ce rôle de ministre des Affaires étrangères de la Commission de l'Union africaine, en ce sens qu'il reçoit les ambassadeurs qui sont accrédités auprès de l'Union et il supervise les représentants de l'Union africaine à l'extérieur de la Commission, notamment le bureau de l'Union africaine à Washington auprès des États-Unis, le bureau de l'Union africaine à New York auprès des Nations unies, le bureau de l'Union africaine à Bruxelles auprès de l'Union européenne, le bureau de l'Union africaine à Genève auprès du système des Nations unies, le bureau de l'Union africaine au Caire auprès de la Ligue des États arabes et le bureau de l'Union africaine en Afrique australe. Tous ces bureaux qui correspondent à des ambassades sont placés sous le directeur de cabinet. Donc c'est ça que l'on appelle la présidence élargie, enfin le cabinet élargi du bureau de la présidente. Ensuite, il y a le cabinet restreint où nous avons le secrétariat particulier, nous avons le protocole, les services de renseignement et le groupe des conseillers qui sont tous placés sous le directeur de cabinet. Ce qui fait que le directeur de cabinet, à longueur de journée, reçoit les directeurs des différents départements, il reçoit les directeurs des départements qui relèvent directement du cabinet pour leur donner des orientations stratégiques, pour écouter quelles sont leurs préoccupations en termes de gestion, de management, etc. Et pour également faire passer des messages. Ensuite, le directeur de cabinet coordonne l'ensemble des activités au sein du cabinet, impliquant les directions dont je vous ai parlé et le cabinet particulier pour donner des orientations par rapport aux actions que les conseillers doivent mener en appui aux différents départements. Ensuite, la journée va se poursuivre avec des réunions statutaires, des audiences avec des ambassadeurs, des diplomates, des missions qui arrivent, aussi participer à des audiences de la présidente, préparer les discours de la présidente, préparer son programme et ses voyages, superviser tout cela. Et tout ce qui arrive comme courrier à la commission est reçu par le directeur de cabinet qui les attribue en fonction de son analyse aux différents départements qui sont chargés de les traiter et qui ensuite a également la responsabilité d'orienter ce qui doit aller chez la présidente et de lui donner des conseils sur les décisions à prendre ou les recommandations à faire. Et tout ce qui quitte la commission comme courrier pour aller à l'extérieur envers les partenaires passe également par l'Union africaine. Et il faut indiquer que l'Afrique a un partenariat stratégique avec un certain nombre de puissances à travers le monde, notamment le partenariat avec le Japon à travers le processus de la TICAD, le partenariat avec les États-Unis, le partenariat avec l'Union européenne, le partenariat avec la Chine, avec la Turquie, avec l'Inde, le partenariat avec le monde arabe et tous ces partenariats sont également placés sous l'autorité du directeur de cabinet. Alors, d'Addis Abeba, le siège de l'instance continentale, comment se porte l'Afrique? L'Afrique se porte comme les États africains se portent. Parce que, comment les États africains se portent? Ce sont les mêmes problèmes que nous voyons dans la plupart des États africains et c'est ça qui cause l'objet de préoccupation. D'abord, il y a d'énormes soucis en matière de gouvernance. Il faut indiquer que la gouvernance en Afrique n'est pas encore au niveau qu'on doit espérer de la part du leadership africain. Cette gouvernance qui est caractérisée par des lacunes au plan politique favorise bien souvent les conflits que nous connaissons. Donc, les problèmes de sécurité à l'intérieur des États, parce que des systèmes de gouvernance non performants
font générer des crises ou génèrent des crises à l'intérieur des États et qui se soldent par des crises qui affectent la vie des populations et qui affectent la stabilité et la paix à l'intérieur des États. Ensuite, il y a les failles au niveau de la gouvernance économique. Vous voyez, l'Afrique ces dernières années, depuis la décennie 90-2000, on enregistre des progrès en termes de croissance économique. Mais cette croissance économique ne se ressent pas par le citoyen lambda au niveau du continent africain. Ça veut dire que c'est une croissance économique dont la redistribution des fruits ne se fait pas de façon équitable. Donc on assiste, au lieu de réduire les inégalités sociales, on assiste à un accroissement des inégalités sociales, ce qui ne garantit pas la stabilité et la sécurité dans les États. Donc s'il y a des processus d'exclusion au plan politique et qu'il y a également des processus d'exclusion au plan économique, vous imaginez ce que ça donne. Et c'est ça qui fait que l'Afrique ne peut pas mieux se porter si on ne trouve pas des réponses appropriées à ces dysfonctionnements en matière de gouvernance, parce que tout simplement l'élite africaine n'arrive pas à trouver le type de gouvernance qui puisse favoriser la participation citoyenne à la vie de la nation, à la gestion des affaires publiques, mais aussi favoriser l'inclusion dans la répartition des fruits de la croissance de toutes les composantes de la société. Et comme vous savez, il y a une donne démographique aussi qu'il ne faut pas perdre de vue. L'Afrique a une population extrêmement jeune. Et aujourd'hui, nous sommes confrontés à l'emploi des jeunes, à la question de l'emploi des jeunes. Nous avons déjà organisé des sommets pour en parler, pour attirer l'attention des chefs d'État, et cela ne tarde à donner des résultats. Et nous pensons qu'il y a des raisons de s'inquiéter, parce que si ces questions ne sont pas résolues à temps, il faut s'imaginer qu'il y aura des crises à long terme qui vont intervenir. Puis enfin, le phénomène du terrorisme et de la criminalité transnationale qui affecte nos pays. Et aujourd'hui, on voit ces activités criminelles se dérouler ça et là, partant des mouvements extrémistes religieux, en allant vers des groupes mafieux qui sont dans le narcotrafic, qui sont dans le trafic humain, qui sont dans des mécanismes de pillage, des mécanismes de criminalité tout court. Donc tout cela affecte l'image de l'Afrique aujourd'hui. Alors, à propos de l'Union africaine, toujours avec l'entrée en fonction de la Sud-africaine, Nkosana Dlamini Zuma, elle a parlé de renaissance africaine. Et qui dit renaissance, où on remet en place le panafricanisme à sa place. Alors, qui dit panafricanisme parle de prise en charge des Africains par eux-mêmes. Nous allons nous arrêter sur un point, le budget de l'Union africaine. On constate que c'est alimenté par des partenaires. L'Union africaine n'arrive qu'à avoir 40% de son budget qui est alimenté par les États membres. Et ces États membres, c'est essentiellement le Nigeria, l'Algérie, la Libye, l'Afrique du Sud et l'Égypte. Le reste du budget correspondant au programme de développement est financé en majorité par l'Union européenne et ses États membres, en moindre partie par la Banque mondiale, le Japon, l'Inde, la Chine. Est-ce que l'Union africaine en tant que telle ne vit pas dans une sorte de mendicité? Effectivement, nous avons deux aspects du budget de l'Union africaine. Il y a le budget opérationnel qui est financé par les États membres et le budget programme qui, en partie, comme vous le dites, est financé par les partenaires. Et nous disons que depuis que nous sommes arrivés, nous essayons de rappeler aux Africains que personne ne leur a imposé la création de l'Union africaine et que s'ils créent l'Union africaine, ils doivent s'engager à faire fonctionner l'Union africaine, à rendre cette Union africaine viable. Comme vous le dites, effectivement, si on prend le budget opérationnel, 70% du budget est payé par 5 pays, dont l'Afrique du Sud, l'Algérie, le Nigeria, la Libye et l'Égypte. Et le reste est payé par les 49 autres États. Et il y a des États qui ne payent pas? Il y a des États qui ne payent pas. Est-ce que le Burkina paye? Le Burkina paye, fort heureusement. Mais comme on le dit, nous pensons que cela ne suffit pas. Et c'est pourquoi d'ailleurs l'Union africaine est incapable de poser des actes qui puissent affecter la vie des populations africaines au quotidien. Nous avons demandé aux chefs d'État de réviser cette manière de faire les choses parce que vous ne pouvez pas créer une institution et ne pas lui donner les moyens de fonctionner. Vous ne pouvez pas créer une institution et ne pas lui donner le moyen d'accomplir sa mission. Il faut se dire que la mission de l'Union africaine
La raison d'être de l'Union africaine, c'est de travailler à assurer l'intégration du continent. L'intégration politique, l'intégration économique et sociale. Et pour cela, nous avons estimé que si nous voulons aller de l'avant, il faut trouver des sources alternatives de financement. Et nous avons responsabilisé l'ancien président du Nigeria, Olusegun Obasanjo, lui demandant de conduire un panel pour examiner ou explorer les voies et moyens pour nous permettre d'identifier des sources alternatives de financement. Et il a produit un rapport l'année dernière que nous allons essayer de faire accepter par les pays. Il s'agit en gros de fixer de $4 par personne qui loge dans un hôtel à travers le continent, tous ceux qui viennent, qui séjournent dans un hôtel. Les 53 États qui sont membres de l'Union africaine. Voilà, 54. Toute personne qui séjourne dans un hôtel, ce n'est pas chaque jour ou chaque nuitée d'hôtel, mais chaque séjour d'hôtel, on doit pouvoir prélever une somme de $4, ce qui permettrait d'avoir un montant assez intéressant compte tenu du nombre de personnes qui fréquentent les hôtels sur le continent. Et ensuite, ajouter $2 sur les billets d'avion. Tout billet d'avion acheté en Afrique pour voyager, on devrait pouvoir ajouter $2 pour récupérer de l'argent et à partir de cela, constituer une source régulière de financement des activités de l'Union. Ensuite, nous avons, dans notre projet, décidé d'établir une fondation de l'Union africaine. Une fondation de l'Union africaine parce qu'il faut qu'on apprenne aussi à encourager les Africains à faire des gestes. Vous voyez, nous sommes par exemple au Burkina, nous voyons qu'il y a des organisations comme le Rotary, comme le Lions Club, qui arrivent à mobiliser des Africains qui contribuent financièrement ou matériellement au fonctionnement de ces organisations et qui interviennent dans le domaine social, dans le domaine humanitaire. Donc nous avons décidé de créer une fondation qui aura pour vocation de recevoir des contributions volontaires d'Africains pris individuellement, des sociétés ou des entreprises en Afrique, des gens du secteur privé qui pourraient, dans des gestes philanthropiques, contribuer au financement d'activités que l'Union africaine va identifier. Nous souhaitons essentiellement utiliser l'argent que nous allons récolter dans le cadre de cette fondation pour soutenir des femmes en milieu rural, pour investir dans les secteurs sociaux comme la construction d'écoles, la construction de dispensaires, la prise en charge de malades, etc. De manière à ce que dans le quotidien des Africains, on voit l'Union africaine. Chacun de nous se souviendra toujours de là où il a été à l'école. Et si d'aventure des enfants allaient dans des écoles construites par l'Union africaine, ils garderont à l'esprit ce que c'est que l'Union africaine, ils chercheront à savoir ce que c'est que l'Union africaine quand ils grandiront et travailleront donc à l'intégration. Et cette fondation sera lancée lors du prochain sommet qui aura lieu dans quelques semaines à Addis Abeba. Alors, nous allons nous arrêter sur vous-même. Comme nous l'avons dit tantôt, vous avez été un acteur de la révolution, puis de la rectification. Vous avez été membre fondateur de l'ODPMT, l'Organisation pour la démocratie populaire, mouvement du travail, créé le 15 avril 1989 par Blaise Compaoré, qui a fusionné par la suite avec d'autres groupes ici pour donner le CDP. Dans un portrait publié sur le site lefaso.net, on dit de vous que vous cultivez une image de guerrier, de diplomate. Vous n'hésitez pas à siéger dans une institution panafricaine qui semble être loin de vos engagements de panafricains. Finalement, comment vous définissez Jean-Baptiste Natama? Je crois qu'il faut que je donne quelques précisions quand même. Allez-y. C'est vrai que j'ai été un acteur de la révolution, parce que comme vous le savez, la révolution est intervenue. C'était une coalition de mouvements de gauche qui existait dans notre pays. Moi, effectivement, je faisais partie de l'organisation militaire révolutionnaire qui était également membre du Conseil national de la Révolution. Et en tant que membre de l'organisation militaire révolutionnaire, nous apportions notre contribution auprès des autres groupes révolutionnaires qui existaient, comme la Ligue patriotique pour le développement, l'IPAD, le PAI, l'Union des luttes communistes, l'ULC, ou l'Union des luttes communistes reconstituées ou reconstruites, l'ULCR, avec le groupe communiste burkinabé, et ensuite l'Union communiste burkinabé UCB, toutes ces forces qui existaient et qui étaient des forces de gauche. Il faut indiquer qu'il y avait un constat qui avait été fait par le président Thomas Sankara à un moment donné, c'était que ces forces de gauche étaient représentées dans le Conseil national, mais
fonctionnait toujours de façon autonome. Et il avait suggéré qu'on travaille à créer une plateforme unitaire de manière à ce que nous n'ayons pas des états-majors séparés, mais que nous formions en fait un groupe homogène avec un état-major unique, ce qui permettrait d'aplanir les divergences qu'il y avait entre nous et d'éviter des problèmes. Parce que souvent, ceux qui représentaient des organisations au sein du Conseil national ne rendaient pas forcément toujours compte de manière fidèle des décisions qui étaient prises ou des discussions, parce que tout simplement, ils pouvaient repartir, s'aligner encore sur leur choix idéologique ou leur orientation idéologique. Et c'est ce projet qui, au lendemain du 15 octobre, était tombé en veilleuse parce que, le président Thomas Sankara ayant été assassiné, nous autres, on a observé, moi personnellement, je n'ai pas été un membre actif du Front populaire, j'ai été de ceux qui pensaient qu'il était inacceptable que, à la faveur du 15 octobre, on salisse la mémoire du président Thomas Sankara, qu'on l'accuse de tous les noms d'oiseaux, qu'on l'accuse d'être responsable de tout ce qui s'était passé durant la période révolutionnaire, qui était considérée comme des erreurs ou qui était considérée comme des échecs, parce que nous estimions que notre travail était un travail collectif et que nous devrions assumer nos responsabilités de manière collégiale. Ça ne vous a pas empêché de poursuivre avec le DPMT, même si vous non, je vais vous expliquer. Au niveau du Front populaire. Non, je vous explique donc. Souvenez-vous qu'au lendemain du 15 octobre, les révolutionnaires, entre guillemets, je dis entre guillemets, qui ont pris la responsabilité de ce qui s'est produit le 15 octobre, n'avaient jamais affiché leur volonté de remettre en cause la révolution. Ils avaient dit qu'ils voulaient plutôt rectifier la révolution et l'approfondir. Et donc, pour nous autres qui étions de bonne foi, on attendait de voir, même si on regrettait les conditions dans lesquelles cela s'était passé, on attendait de voir. Et c'est ainsi qu'en 89, nous avons été invités à venir pour essayer de réfléchir dans le cadre de la mise en place de cette plateforme révolutionnaire. Et c'est ainsi que moi, j'ai été, je dois vous dire, le 15 avril 89, nous étions deux groupes, notamment l'Organisation militaire révolutionnaire et l'UCB, l'Union communiste burkinabé, à nous retrouver le 15 avril pour former l'ODPMT. Nous étions 15 militaires représentant l'organisation militaire révolutionnaire et 15 civils représentant l'UCB. Et c'est ensemble que nous avons formé l'ODPMT. Mais en formant l'ODPMT, quelque temps après, d'autres forces sont venues rejoindre, telles que le GCB, l'ULCR, etc. Mais déjà au mois de septembre 89. Au mois de septembre 89, à la suite des événements qui ont coûté la vie à Arizongo et à Lengani, qui ont été exécutés pour complot contre l'État. Pour soi-disant complot contre l'État, il y a eu des divergences parce que certains camarades avaient estimé que ce n'était pas clair, cette histoire n'était pas claire et que c'était un montage, etc. et avaient exprimé leur désaveu par rapport à la situation et on nous demandait déjà de les exclure. Moi, personnellement, je me suis opposé en exigeant qu'on respecte les statuts et règlements intérieurs que nous avions adoptés. Ayant refusé de suivre cette prise de position, j'ai été immédiatement sanctionné puisque je n'étais plus invité aux réunions du comité central dont j'étais membre et j'ai fini par être exclu de l'ODPMT officiellement le 15 avril 1990, c'est-à-dire à l'occasion du premier anniversaire. Radio Liberté, la voix citoyenne. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, sachez bien que vous êtes sur Radio Liberté 92.8 et vous êtes à votre émission, l'invité de la semaine. Cette semaine, Radio Liberté reçoit le directeur du cabinet de la présidente de la Commission de l'Union africaine, M. Jean-Baptiste Natama. Il est dans le studio de Radio Liberté pour évoquer son parcours politique et faire le point de la situation. Alors, ce 3 janvier 2015 marque le 49e anniversaire du soulèvement populaire qui a abouti au départ du premier président du pays, Maurice Yamego. 49 ans après, c'est Blaise Compaoré qui est chassé du pouvoir. Quels enseignements vous faites de ces deux faits, 3 janvier 1966 et 31 octobre 2014? Je dois dire que c'est la traduction du dynamisme de notre peuple, en fait d'une certaine maturité aussi, parce que 49 ans, l'histoire se répète à peu près dans les mêmes conditions.
Il faut se dire qu'en 1966, je n'étais pas acteur, donc je savais seulement que le peuple réclamait de l'eau et du pain parce qu'il y avait une sorte d'austérité que le régime voulait imposer. À l'inverse, pendant que lui-même accroissait les dépenses ou avait contribué en tout cas à vider les caisses de l'État par des dépenses somptueuses qui n'avaient rien à voir avec les besoins du peuple, et le peuple est descendu dans la rue pour exprimer son ras-le-bol. En 2014, le peuple est descendu aussi à la faveur de manifestations contre la révision de la Constitution, mais il faut voir au-delà de cette manifestation contre la révision de la Constitution, une manifestation contre un système qui a duré pendant longtemps et qui a contribué au renforcement des inégalités sociales dans notre pays ici. Pendant 27 années, le régime a travaillé à creuser l'écart entre une minorité de Burkinabés et une majorité de Burkinabés. Sous couvert d'un semblant de démocratie, on donnait l'impression que les Burkinabés participaient. Sous couvert d'un semblant de démocratie, on donnait l'impression qu'il y avait une prospérité partagée. Et rien de tout cela n'existait dans la réalité. Si vous lisez bien le rapport du MAEP que nous avons produit, le mécanisme africain d'évaluation par les pairs, nous avions dit qu'au Burkina, il existait une démocratie qui était verrouillée. Cette démocratie verrouillée, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que cette démocratie n'offrait pas des conditions de participation aux Burkinabés, ne favorisait pas le dialogue social entre les Burkinabés et faisait en sorte que l'écart entre les gouvernants et les gouvernés était devenu tellement grand que les deux entités ne se connaissaient plus ou s'ignoraient mutuellement. Ensuite, nous avons indiqué aussi qu'il y avait un déficit social qui faisait que la pauvreté ne reculait pas, que l'accès aux services sociaux de base était de plus en plus compromis et que, en fait, les fruits de la croissance dont on nous parlait régulièrement n'étaient pas répartis de façon équitable pour permettre d'instaurer une certaine justice sociale. Et c'est la combinaison de tout cela, alliée au phénomène de la vie chère, qui a provoqué ce que nous connaissons, et donc qui permet d'établir le parallèle entre le fait que le système était suranné et dépassé, parce que totalement ignorant la réalité, ce système-là ne pouvait plus continuer à diriger le pays. Et c'est dans ce sens que je pense que notre peuple a su une fois de plus montrer qu'il pouvait donner des signes de dynamisme, des signes de maturité, parce qu'il sait où se trouvent ses intérêts quand ces intérêts-là sont menacés jusqu'à l'extrême. Alors, après cette insurrection populaire, finalement, le Burkina a engagé une transition d'une durée d'1 an. Déjà, Michel Kafando a été désigné par un collège de désignation de 23 membres président de la transition. Par la suite, le lieutenant-colonel Yacouba Isaac Zida, qui s'était autoproclamé chef de l'État, a été nommé par la suite Premier ministre. Comment vous analysez un peu ce tandem Michel Kafando, Yacouba Isaac Zida, M. Natama? Bon, à titre personnel, je pense que ce que j'ai déjà dit, c'est que il semblerait que c'était un arrangement politique qui a été accepté par les acteurs qui étaient autour de la table chargés d'organiser le cadre normatif de cette transition. Ces acteurs de la société civile, ces acteurs des partis politiques et certains de la société tout court, comme les forces religieuses, coutumières, etc. Il semblerait que c'était une entente qui a permis de déboucher sur ça. Bon, maintenant, chacun apprécie à sa manière. Moi, j'estime que si j'étais à la place de Zida, je ne serais pas Premier ministre parce que j'estime qu'il fallait que le pouvoir aille entre les mains des civils de manière assez évidente parce que la gestion d'une transition, ce n'est pas une mince affaire. Les gens croient que la transition, c'est juste un moment de passage presque à vide. Non, la transition a des défis à relever parce que 27 ans de régime, la déconstruction de ces 27 ans de régime commence par la transition. Et donc, il faut des gens
aguerris aux faits politiques, des gens qui connaissent les problèmes de gouvernance, des gens qui connaissent les problèmes de notre société et qui peuvent poser les fondements de manière à ce que, après la transition, les conditions soient les meilleures pour que nous puissions avancer. Donc ceux qu'on a au sommet de l'État ne sont pas aguerris à gérer cette transition. Dites-moi quelle expérience ils ont. À vous suivre dans votre logique. Dites-moi quelle expérience ils ont. Je pense que Zida est un Premier ministre, il n'a jamais assumé de responsabilité ni administrative ni politique dans ce pays. Et Michel Kafando. Michel Kafando a été ambassadeur. Donc pour vous, c'est un arrangement entre les deux. Qui a géré cet arrangement-là? C'est eux qui doivent pouvoir répondre. Moi, je n'étais pas dans le secret de Dieu. Ce que je constate, c'est qu'ils forment un couple dans lequel souvent d'ailleurs, il y a des dissonances. Alors, qui nous donne l'impression d'un bicéphalisme au sommet de l'État. À propos de cette transition, il y a que juste après l'insurrection, vous êtes rentré. Entre-temps, votre nom a circulé parmi ceux qui étaient présidentiables pour cette transition. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on ne vous retienne pas ni à la présidence de la transition, ni dans le gouvernement, ni dans aucune autre instance? Franchement, je n'en sais rien. Mais bon, je profite de remercier les Burkinabés qui ont cru en moi et qui ont pensé que je pouvais jouer un rôle. Et même si d'autres ont pensé que je ne pouvais pas jouer ce rôle-là, je me dis. Est-ce que c'est une déception particulière pour vous? Non, pas du tout. Puisque vous êtes rentré, vous attendiez au moins à ce qu'on vous consulte. Non, je n'étais pas rentré spécifiquement pour ça. J'étais rentré pour apporter ma contribution aussi d'une manière ou d'une autre à la résolution de la crise. Parce que quand votre pays est dans une situation pareille, de mon point de vue, on doit apporter chacun sa contribution par des interventions, même si c'est discret, de manière à ce qu'on ne tombe pas dans le chaos. Moi, je ne suis pas venu spécialement pour occuper une fonction, sinon j'aurais même rendu ma démission de l'UA pour rentrer et dire voilà, je rentre pour... Mais je suis venu discrètement, sans chercher à perturber le travail de la mission officielle de l'Union africaine ici. Je suis rentré discrètement pour apporter ma contribution. Et je dois avouer que, d'ailleurs, je pense que certains ont pensé que nous autres qui sommes à l'extérieur, nous n'avons pas... Quand vous dites certains, vous faites allusion à qui? Les auditeurs voudraient comprendre, monsieur notamment. Non, parce qu'il y a des gens qui s'octroient en fait la victoire ou la paternité de la victoire. Comme on dit, toutes les victoires, en fait, tout le monde veut s'accaparer les victoires. Et chacun veut être acteur, veut être auteur de la victoire et s'approprier la victoire et penser que d'autres n'ont pas apporté leur contribution. Et je m'inscris en faux contre ceux qui pensent que des gens comme nous, de la diaspora, nous qui sommes à l'extérieur, nous n'avons pas apporté notre contribution. Je dois rappeler que la lutte contre le régime n'a pas commencé aujourd'hui. Alors, nous allons nous arrêter toujours sur cette transition. Déjà, le gouvernement a été formé, on note 5 militaires dans le gouvernement, il y a 25 éléments des forces de défense et de sécurité au niveau du Conseil national de la transition, CNT. Donc, on estime que nous sommes dans une forme de transition militaire déguisée. Tout à fait. Je partage ce point de vue aussi. Les militaires ont dit qu'ils ne mettent pas le pouvoir, qu'ils n'étaient pas à la recherche du pouvoir. Personne ne les a obligés à le dire. Mais quand il s'est agi de passer la main aux civils, ils n'ont pas voulu passer la main. Pourquoi? C'est eux qui l'ont dit publiquement. Ils ont dit qu'ils ne sont pas intéressés par le pouvoir. Pourquoi ils cherchent alors à conserver des ministères? Pourquoi ils cherchent à être dans le Conseil national de transition, même au mépris de la loi et du règlement général des armées? Parce que le règlement général des armées et la loi fixent les conditions de la participation d'un militaire à la vie politique nationale. Et les membres du Conseil national de la transition, qui aujourd'hui ne sont rien d'autre que des députés, des parlementaires, il y a des règles qui réglementent, qui fixent les conditions dans lesquelles les militaires doivent participer à ce genre d'instances. Ils votent les lois et retournent dans les casernes. Ils doivent premièrement démissionner de l'armée, prendre une disponibilité ou aller à la retraite avant d'accepter d'aller dans ces fonctions-là. Mais personne n'a tenu à leur rappeler cela, ce qui n'est pas normal, parce que c'est une violation de la Constitution. Et j'estime que tous ceux qui sont des acteurs politiques et qui n'osent pas dire la vérité sur ce genre de situation sont complices d'une situation, parce que un militaire ne peut pas être à l'Assemblée nationale au nom d'une institution militaire. Il n'y a pas un corps électoral militaire. Ils y sont ès-qualité. Et s'ils y sont ès-qualité, ils doivent se débarrasser de la qualité de militaire avant d'aller s'asseoir là-bas. Alors, nous allons venir rapidement aux échéances. La transition, déjà dans le message du chef de l'État pour le nouvel an, il a annoncé des élections générales prévues début octobre. Est-ce que Jean-Baptiste Natama est candidat pour la présidentielle de 2015? On vous a annoncé pendant un bon bout de temps
surtout sur les réseaux sociaux, de façon virtuelle. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes en mesure de nous dire oui, vous êtes prêt à faire le saut pour être candidat à la présidentielle de 2015? Tous mes compatriotes qui croient en moi et qui pensent que je peux apporter ma contribution et qui, depuis 2013, expriment cela, je n'ai pas le droit de les décevoir. Vous serez donc candidat? Je serai avec eux. Je serai avec eux pour répondre à leur appel. Non pas que je considère que c'est un appel qui est lancé à quelqu'un de particulier, mais je me dis que c'est un appel pour une alternance, pour un changement véritable et que ces personnes pensent qu'avec moi, aux côtés d'eux, nous pouvons rendre ce changement possible. Est-ce que ce ne sont pas des appels suscités par votre personne? Jamais. Ceux qui me connaissent savent que je ne vais pas dans ce genre de considération. Je ne suis pas un individu malhonnête. Ceux qui se cachent et qui expriment leur opinion se connaissent. J'ai toujours exprimé mes opinions et personne ne peut m'empêcher d'être candidat si je veux être candidat au Burkina Faso. Et donc, je peux décider volontairement d'être candidat parce que je suis libre. Je n'ai jamais été condamné par quoi que ce soit. Je suis libre d'être candidat, de me présenter si je veux. Je suis un citoyen qui jouit de tous ses droits et qui peut donc user de ses droits. Et sur cette base, je ne peux pas me cacher derrière des gens pour dire que je vais être candidat. Si je vais être candidat, je serai candidat. Et si maintenant il y a des Burkinabés aussi qui ont également le droit de demander à quelqu'un de venir s'associer à eux pour aller à la conquête du pouvoir, on ne doit pas leur faire un procès. C'est peut-être insulter même l'intelligence de ces Burkinabés qui croient en moi. Ces Burkinabés que je ne connaissais ni d'Adam ni d'Ève, mais qui m'appréciaient et qui ont pensé qu'on pouvait travailler ensemble pour aller vers la conquête du pouvoir. Et donc à ce niveau-là, je pense que ceux qui pensent et qui n'ont pas le courage, on les connaît, la nuit ils se cachent, ils manipulent des gens, ils donnent des enveloppes par-ci par-là, ils n'ont pas le courage de leur opinion. Moi j'ai le courage de mes opinions et je l'avais déjà dit, si vous vous souvenez à ma prise de fonction dans Jeune Afrique, que si ma façon de voir les choses qui peut paraître un peu idéaliste parce que je crois en des valeurs, j'ai des principes, j'ai une vision, que si cela rencontrait l'assentiment de mes compatriotes, je proposerai qu'ensemble on élabore un contrat social. Et c'est dans ce sens que je suis. On annonce la création d'un parti politique. Oui, ce sont mes partisans qui estiment que... Donc tous ce sont vos partisans qui oui, vous êtes à l'écart, on fait tout pour vous? Non, on ne fait pas tout pour moi, mais j'estime qu'il y a des gens qui croient en moi et qui croient en des idées, pas forcément à l'individu, mais ils croient en des idées et que moi j'ai toujours défendu. Comme vous le dites, j'ai publié des écrits. Et ces écrits portent sur des idées. Et comprenez que les hommes politiques, très souvent, ne publient pas. Parce que quand ils écrivent, ils se condamnent. Ils mettent à la disposition du peuple des outils sur la base desquels on peut les juger. Et moi, j'accepte d'écrire parce que j'ai des idées auxquelles je crois. Et si maintenant il y a des Burkinabés qui croient en ces idées et qui pensent qu'il faut qu'ensemble nous puissions aller défendre ces idées face à d'autres qui n'ont même pas d'idées à proposer, nous irons à la défense de ces idées. Quelles sont rapidement les grandes orientations de ce futur parti politique que vous allez créer? Je ne parlerai pas parce qu'on ne m'a pas mandaté pour parler d'abord, mais je dois dire que... Les Burkinabés voudraient bien savoir. Je suis un homme de gauche et mes idées sont des idées progressistes et panafricanistes. Donc mes idées, ça sera toujours le Burkina Faso, et ça sera une prospective burkinabé parce que nous voulons un développement endogène pour ce pays. Et nous avons la capacité de transformer ce pays sur la base de nos idées. Nous n'avons pas besoin d'aller emprunter des idées ailleurs. Nous n'avons pas besoin d'aller emprunter des concepts ailleurs qui font d'ailleurs que nous frisons le ridicule parce que les gens ont tendance à se battre autour de concepts et non réellement autour d'un projet de société. Quels sont les handicaps? Vous estimez que vous avez des handicaps? Est-ce que Jean-Baptiste Natama, candidat à la présidentielle de 2015, sans parti politique pour le moment, n'est pas handicapé? Non, je crois toujours à ce que je fais. Et si j'accepte, nous irons jusqu'au bout. Est-ce que votre casquette de militaire ne vous dérange pas? Parce que ça a joué un tour contre vous lors de la désignation des responsables de la transition. Mais comme je vous ai dit, la loi et le règlement général des armées fixent les conditions de la participation des militaires à la vie politique nationale. Il suffit de se conformer à cela. Et je dois vous rappeler que l'armée dont vous parlez, j'en ai été radié depuis le 21 mai 1990. Et donc,
Je suis plus civil que militaire. Maintenant, j'entre dans ma 31e année de service, dont seulement 6 ans à l'armée. Donc vous êtes 25 ans de vie civile. À vous de juger. Alors, un mot sur le RSP, le régime de sécurité présidentielle. Donc, on a réclamé pendant longtemps sa dissolution. Entre-temps, le 30 décembre 2014, on a parlé d'une grogne au niveau des militaires du RSP, des militaires qui seraient contre le démantèlement de ce régime-là. Votre avis sur la question? Sur le régime de sécurité présidentielle, je dois dire que c'est un corps d'élite qui contribue à faire aussi la fierté de notre armée, même si, évidemment, ce corps d'élite a été utilisé à des fins personnelles ou à des fins claniques par un groupe d'individus ou par certaines personnes. Il s'agit aujourd'hui de replacer le régime de sécurité dans le contexte de la République, en faire une force d'élite qui sert la République et non un régime ou un groupe d'individus. Nous sommes quasiment à la fin de cette émission. Nous allons vous permettre de transmettre vos vœux de nouvelles aux auditeurs et auditrices de Radio Liberté. Je souhaite à l'ensemble des auditeurs de Radio Liberté une année 2015 fructueuse, une année de santé, une année d'espérance, une année de foi et une année de victoire. Puisse 2015 nous donner l'occasion de réaliser le changement profond que nous voulons, parce qu'il ne faut pas confondre alternance sans alternative et alternance avec alternative. Nous voulons une alternance, un véritable changement, et ce changement doit être un changement radical qui doit s'exprimer de manière assez claire, sans équivoque, à travers non seulement les acteurs qui seront au devant de notre société, mais aussi à travers les manières de faire, à travers la manière de conduire les affaires publiques, à travers l'adoption d'une nouvelle gouvernance qui prenne en compte les aspirations réelles de notre peuple. Pour notre part, nous vous remercions pour votre fidélité, vos suggestions, vos conseils, vos critiques et vos félicitations durant l'année 2014 que vous avez apporté à l'émission L'invité de la semaine. Pour 2015, nous prenons l'engagement d'être encore plus professionnels pour répondre à vos attentes d'information. Bonne et heureuse année 2015. Point final de l'émission L'invité de la semaine. Radio Liberté déroulait le tapis à Jean-Baptiste Natama. Monsieur Natama est un homme à plusieurs casquettes. Il est diplomate, ambassadeur, juriste, écrivain, politologue et bientôt homme politique et prochain candidat à la présidentielle de 2015. Monsieur Jean-Baptiste Natama a été secrétaire permanent du mécanisme africain d'évaluation par les pairs. L'invité de cette semaine est polyglotte également, puisqu'il parle le français, le goulmachima, le moré, l'allemand, l'espagnol, l'anglais, le kishwahili, le kinu rwanda, le kinu rwandi, l'arabe. Le directeur Jean-Baptiste Natama est actuellement directeur du cabinet de la présidente de la Commission de l'Union africaine. Jean-Baptiste Natama, merci d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir effectué le déplacement dans les locaux de Radio Liberté. C'est moi qui vous remercie et je vous souhaite bon vent à cette émission et à la Radio Liberté, dont le nom renferme beaucoup de symbolisme. Youssouf Kabdaogo a mis en œuvre l'invité de la semaine. Présentation à Tiana Serge Oulon. Rendez-vous prochainement pour une nouvelle émission avec un nouvel invité. Bonne suite de programme sur la 92.8 La Voix Citoyenne.